Raphaël Devred. Je viens de finir mon Master 2 en Histoire et je vais commencer à la rentrée ce qu'on appelle un doctorat en Histoire, c'est-à-dire que je vais être financé pour 3 ans pour faire une recherche sur l'histoire du domaine de Rambouillet. Je vais remercier aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin dans cette conférence. En premier lieu, je remercie Jean Dossonville qui a permis que ceci se déroule. Ensuite, Vincent Daniel, juste là, qui a complètement encadré la mise en route de ce projet. Puis Pierre Rivière, qui a permis aussi que ça se réalise. Et puis un petit big up pour Guillaume, qui m'a aidé pour les prises de son. Et les prises de vidéo, que j'ai oublié de mettre en route. Alors là, on va assister à un grand moment de cette conférence, l'allumage de mon appareil photo. Et c'est parti. Donc après m'être présenté, peut-être pour moi c'est facile de définir l'historien, peut-être que pour vous c'est un peu obscur. Qu'est-ce que l'historien ? C'est du coup quelqu'un qui passe son temps à lire des vieux papiers pleins de poussière, et on appelle ça, ces papiers, qui ne sont pas forcément des papiers, des archives. Alors ces archives, on les appelle aussi des sources. C'est tout ce que vous pouvez imaginer qui a été créé, produit à l'âge que vous étudiez. Exemple le plus commun, ça va être les lettres, les correspondances. Moi, je me suis aussi intéressé aux tableaux comptables. Donc, vous imaginez les tableaux que vous pouvez faire avec une série de chiffres. Ça m'intéresse. Ensuite, il y a des choses assez variées qui sont plutôt les domaines de l'histoire de l'art, comme les objets d'art, les peintures, les toiles, les objets, par exemple tout ce qui est des dagues de chasse, des selleries, tout ce qui a pu être conservé. Enfin, pour ce qui est documents papier, il y a tout ce qui est cartes et plans. Vous allez voir, je m'en procure pas mal et je les utilise beaucoup puisqu'elles sont très intéressantes. Mais aussi, il faut être très prudent quand on les utilise. Et puis enfin, il y a tout ce qui est intégré, tout ce qui existe encore ou à l'état de ruine. Le bâti, les architectures. À Rambouillet, il y en a beaucoup. Et puis, une source qui est peu commune pour l'historien, c'est la nature. Voilà, c'est très récent que l'historien s'intéresse à la nature. Ça a commencé par l'histoire des forêts. Et puis petit à petit, on est venu à d'autres sujets comme les domaines de chasse ou les domaines royaux. Et donc je m'intègre dans cette histoire. Et on appelle ça, ce que je fais, c'est de l'histoire environnementale. C'est ma spécialité. Je m'intéresse du coup à tout ce qui est non humain, tout ce qui n'est pas humain. Donc les sols, les eaux, les forêts, les animaux. Et en fait, il ne s'agit pas juste de les étudier. Il s'agit de les considérer comme des acteurs historiques. Il faut imaginer le paysage, non plus comme un décor, mais comme quelque chose qui peut agir sur l'homme. C'est ça qui est le plus intéressant à mon sens. Sans tergiverser et faire une heure d'historiographie, je vais poursuivre sur une petite présentation de Rambouillet. Vous connaissez sûrement Rambouillet aujourd'hui. Moi, je vais revenir un peu dans le temps et l'histoire en m'intéressant au terme de domaine dans un premier temps. D'où le petit descriptif que je vais faire grâce aux cartes dont je vous parlais. Quand je parle de domaine, aujourd'hui on parle du domaine de Rambouillet, comme en fait moi j'appelle ça le Grand Parc. Alors c'est facile, il s'agit de l'ensemble constitué par le château que vous connaissez, la bergerie nationale bien sûr, et puis le domaine des chasses qui s'étend tout en haut là. Donc c'est ce grand périmètre où il y a marqué accès réservé, accès interdit. Mais ça c'est le reste du domaine de chasse de Rambouillet. Il a petit à petit disparu et je vais vous montrer à quel point il était immense. Il y avait un autre parc, je vais l'évoquer dans la conférence, c'est le petit parc au-dessus. On voit encore les ruines aujourd'hui des murs d'enceinte. C'était associé au domaine et ça faisait partie de ce qu'on appelait le domaine de Rambouillet. Et enfin, vous la connaissez aussi, c'est la forêt domaniale, qui porte très bien son nom. Toutes les forêts domaniales sont issues de l'ancien domaine de la couronne ou des domaines de l'église. C'est pour ça qu'ils ont ce nom. Et donc, tout ce que vous voyez en vert sur cette carte, qui date de la fin du XVIIIe vers 1780, c'est pour ça qu'on l'appelle dite de Marie-Antoinette, et bien en fait, tout ce qui est en vert, c'était le domaine de Rambouillet. Vous aviez les forêts de Saint-Léger et de Poigny, qui vont jusqu'à Houdan et Montfort. Il y avait même la forêt d'Épernon, Bâtonceau, la forêt qu'on dit d'Yvelines, qui est en fait entre Clairefontaine, La Selle-les-Bordes, et puis jusqu'à Dourdan. Ça, c'est le plus grand état dont je vais reparler tout de suite. Donc vous savez, ces 3 termes, je répète, grand parc, petit parc et puis forêt. Voilà, ce sont les grandes entités, les grands ensembles de chasse et puis de nature qui existent dans ce domaine.
en trois parties. Trois parties vont m'intéresser et j'espère vous intéresser aussi. Les voici. La première, donc, ça sera les respirations du domaine. Comment le domaine prend il s'insuffle en air, on va dire. Il va gagner du terrain. Et puis comment il va expirer et se réduire petit à petit par phase complètement anarchique. Et ça, c'est lié à l'histoire politique du lieu. Ensuite, ça sera l'aménagement du domaine qui sera intéressant à voir, avec deux exemples. Ça sera la forêt et puis les tirets de chasse, qui sont assez exceptionnels. J'en reparlerai. Et enfin, c'est comment, à Rambouillet, les gouvernants, c'est-à-dire les rois, les empereurs et les présidents, se sont emparés de ce lieu pour en faire un outil politique, un outil de gouvernement à la fois des hommes mais aussi des animaux. Et alors là, c'est pour ça que j'ai intitulé ça, et je me suis réservé un petit morceau. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus le public aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui fait le plus de tabac, sont les chasses présidentielles, mais qui ont une histoire tout à fait particulière, et je vais peut-être casser quelques petits clichés. Première partie donc sur l'aménagement, je m'emmêle les pinceaux. Donc sur les respirations du domaine, voilà, je vais insuffler aussi pour prendre une pause. C'est pas très clair, je l'avoue. Alors voilà, l'histoire de Rambouillet, elle ne naît pas avec les présidents, elle ne naît pas non plus avec le comte de Toulouse. Elle est très vieille, elle est très ancienne. Le mot Yvelines, c'est un mot en fait, un mélange de celte et de latin. Donc on a une vieille histoire ici dans le sud des Yvelines. Et puis Rambouillet a émergé à partir du XIIe siècle. En fait, il s'agissait d'une petite seigneurie, rien de colossal, qui a petit à petit pris de l'ampleur. À l'époque, entre le XIe et jusqu'au XIIIe siècle, les grands seigneurs du coin, c'était les comtes de Montfort. Voilà, vous avez sûrement entendu le nom de Simon de Montfort. C'était les grands chefs seigneuriaux ici. Ils ont petit à petit perdu un peu de terrain, et en l'occurrence, Rambouillet, c'était une des pertes de terrain. Ça finit dans une alliance matrimoniale, donc c'est-à-dire un mariage. Ça a été séparé et donné, en fait, à Jeanne de Roussy. Voilà, elle est dotée de Rambouillet en 1317. Ça sort à partir de ce moment-là du comté de Montfort, et ça rejoint les possessions de son mari, Girard de Tournebru. Tous ces noms-là, on connaît à peine leurs noms. C'est assez difficile de les retrouver, donc vous imaginez très bien que suivre ces personnages, c'est à la fois aussi très difficile. Il y a un personnage qui revient souvent, après, c'est Jean Bernier. Voilà, c'est le nom que vous pourrez lire dans beaucoup de livres sur Rambouillet. C'est, on va dire, le deuxième propriétaire du Moyen-Âge qui nous est connu. Alors il construit un château, on voit l'évolution à gauche que j'ai mis, en fait c'est quand le domaine est évoqué ou Rambouillet est évoqué. Donc vous pouvez suivre, prendre une photo, il n'y a pas de problème. Il vend le château de Rambouillet, Jean Bernier, à un monsieur qui s'appelle Renaud d'Angène. Voilà, en 1384, et Rambouillet va alors rester pendant plus de 300 ans possession de cette famille qui a petit à petit aménagé et agrandi le domaine. Il y a une grande respiration, un grand moment d'apogée sous Jacques d'Angène, de 1500 à peu près à 1562. C'est ainsi le moment où François Ier vient à Rambouillet et meurt des suites d'une maladie. Il était en train de chasser, il faisait un séjour et il profitait pour chasser. Il y a une source notamment qui dit qu'il a pratiqué la volerie à Rambouillet. Donc il meurt en 1547 à Rambouillet. Ça fait un petit jalon qu'on retrouve dans l'histoire de Rambouillet à chaque fois. Donc ça évolue. Le terme aussi, la terre, elle prend un nom différent. Elle devient de seigneurie à marquisat en 1612. Et en fait, ça c'est le roi Louis XIII qui octroie ce titre. Et puis le statut va changer plus tard en 1711, mais j'en parle juste après. Un autre grand personnage de Rambouillet, c'est Floriot d'Armenonville. Il est un peu mal connu, mais c'était un grand homme de Louis XIV. Il était au Parlement de Metz, et puis ensuite il est devenu intendant des finances et conseiller de Louis XIV. Il a acheté Rambouillet en 1699, et c'est lui en partie qui a commencé ce renouveau à Rambouillet. Il a commencé par s'occuper des jardins. C'est à lui qu'on doit les travaux du rondeau. Et puis, il y a aussi un truc très important ici, c'est les aménagements de chasse. C'est lui qui commence à aménager le Grand Parc. Une petite carte pour vous montrer à quoi ça ressemblait en 1706. Alors voilà, les difficultés de l'historien sont de retrouver les sources. Et là, on a un problème magnifique, c'est que ce document apparaît dans un livre,
mais il m'a été impossible de le retrouver en vrai dans un centre d'archives. Donc je suis toujours à la quête de cette carte qui est très intéressante, puisque en fait on peut dater à peu près avec le rondeau. Je vous ai dit qu'il a été fait par Fleuriot, et donc 1706, c'est à peu près la date qu'on peut lui attribuer. Et vous voyez au nord de la carte les ronds, les premiers ronds du Grand Parc qui sont aménagés et l'ancien tracé du mur. Et si vous vous souvenez du petit parc, vous voyez qu'il n'est pas encore là. Mais ça c'est normal, il va falloir attendre. Il a récupéré en fait ce bien des d'Angène parce qu'ils étaient endettés. Voilà, ils s'étaient mariés, ils commençaient à perdre leurs terres et il a profité de ça puisqu'il était un des débiteurs des d'Angène. Il a saisi l'occasion. Mais il n'est qu'un prince parmi d'autres et Louis XIV sait s'y faire avec les princes. On connaît tous l'histoire de Versailles, mais Rambouillet est un exemple de ses volontés de domination. Louis XIV a eu beaucoup d'enfants, et parmi eux, il y en a un qui s'appelle le comte de Toulouse, qui est en fait un fils illégitime, autrement dit un bâtard, et il a eu l'idée de le doter de terres. Il a commencé très tôt, puisque ce personnage, en fait, était, je passe un petit peu les diapositives, très tôt, il avait quelques années, il est nommé grand amiral de France. Une grande charge, c'est comme un ministre à vie, hein, si vous voulez. Et puis ensuite, il est nommé gouverneur de Bretagne, ce qui lui permet de vraiment avoir cette vocation maritime, si vous voulez. Et enfin, ce qui est assez intéressant, il va devenir grand-veneur de 1714 à 1737. Donc ça, c'est un des fils de Louis XIV. Et ce monsieur avait pour idée de se constituer un domaine de chasse, et c'est à Rambouillet qu'il est venu pour le faire. Pourquoi Rambouillet ? En fait, c'est parce qu'il y avait une forêt incroyable, plus de 30 000 hectares de forêt, enfin actuellement, il y en a un peu moins, ça s'est beaucoup reboisé. Et en fait, il a acheté Rambouillet, qui faisait à peu près 1200 hectares, en 1706, donc 1200 arpents, pardon, je me trompe, donc c'est très peu. Et puis du coup, il a commencé à acquérir les terres tout autour. Et c'est lui qui a commencé à constituer ce domaine incroyable. Et de 1706 à 1737, la date de sa mort, il a augmenté le domaine qui faisait plus de 20 000 arpents, ce qui est assez exceptionnel. Et ça venait compléter logiquement Versailles. Vous aviez Versailles, Rambouillet qui venait se mettre voisin. Et puis, entre-temps, et là je vais passer à son fils, à lui, au comte de Toulouse, au duc de Penthièvre, qui lui a continué cet effort d'acquisition des terres et a augmenté la taille du territoire. Et il a accueilli, lui, le roi qui était alors en place, c'était Louis XV. Et Louis XV a fait construire, à côté du Perret, le château de Saint-Hubert. Donc vous aviez ce triple aménagement forestier, Versailles, Saint-Hubert et Rambouillet, qui venait constituer un énorme domaine de chasse à l'ouest de Paris, au sud-ouest. Le duc de Penthièvre n'a plus grand-chose à acheter à Rambouillet, le travail a été fait, donc il faut qu'il continue, il fait des petits achats, et puis surtout à Rambouillet on lui doit en fait le jardin anglais par exemple, c'est lui qui l'a réalisé pour sa fille, la princesse de Lamballe. Je continue sur le duc de Penthièvre qu'on voit sur ce magnifique objet d'art. Alors cette image, elle est reproduite à la fois sur des morceaux de porcelaine comme ici, mais aussi sur des tapisseries et des toiles peintes. Je vais agrandir, vous allez voir, on voit deux personnages importants. Au milieu, enfin à gauche maintenant, sans chapeau, si vous connaissez un petit peu les rites de cour, il s'agit du roi. Voilà. Non, pardon, je me trompe. C'est le duc de Penthièvre. Et celui qui a le chapeau, c'est le roi. Voilà, le seul à garder le chapeau en permanence, c'est le roi. Il fallait se découvrir devant le roi. C'était un des rites de cour. Et alors j'ai mis cette image parce que vous pouvez voir en fait un rendez-vous de chasse à cour. Et ça se déroule à Compiègne. Donc là vous avez un roi, c'est Louis XVI, et c'est sous Louis XVI que Rambouillet connaît son apogée. 23 000 hectares de terre qui mêlent des forêts, des bois, des eaux, des cultures, des villages. Voilà, c'est un ensemble vraiment disparate, mais qui est complètement complémentaire, puisque l'idée c'est d'accueillir du gibier. De cette zone, il va y avoir toutes des politiques menées, à la fois de surveillance, des gardes vont être nommés, mis en place, et puis des règlements qui vont être mis en place, des lois sur la chasse, des lois sur les animaux, et puis des lois sur tout ce qui est ramassage, pâturage. Les populations locales vont être interdites de séjour, si je peux me permettre l'expression, en forêt. Plus le droit de ramasser du bois, plus le droit d'amener les bêtes, ou à un nombre très limité, pour permettre une seule chose, c'est que le gibier soit abondant. La permanence des Bourbons, puis des souverains suivant, c'est de garder à Rambouillet une énorme quantité de gibier pour permettre des chasses formidables et de pouvoir s'adonner à leur plaisir.
Dans toutes les expressions sur la chasse, on retrouve cette idée de plaisir et de loisir. Il faut imaginer, en fait, il ne faut pas se tromper. La notion de loisir du 19e est venue se calquer et du 20e sur cette idée de plaisir ou de loisir. Le plaisir ou le loisir pour le noble, c'est le moment où il ne travaille pas. Mais en fait, le noble ne doit pas travailler. Donc, en fait, c'est le moment où il va sortir des instances plus classiques, plus politiques. Au lieu d'être dans son conseil, il va aller à la chasse, aller à des promenades ou des voyages, mais là aussi il est roi, il ne change pas de statut et il continue à gouverner. C'est pour ça que vous avez des moments comme ceci. Là, c'est vraiment une cérémonie de pouvoir, il ne s'agit pas d'un divertissement. Ils se divertissent, on est d'accord, mais il s'agit aussi de respecter les rites. Je me suis trompé avec le chapeau, mais vous avez tout cette organisation. Par exemple, c'est à la chasse qu'on entrait en cour. Si vous avez lu Chateaubriand, il évoque en 1787 son arrivée à la cour de Versailles, et c'est à la chasse que ça commence. Il doit assister à un laissez-cours, et c'est comme ça que les courtisans étaient testés pour voir s'ils pourraient ou voulaient être de bons courtisans. La chasse pouvait être un moyen très important pour accéder à des positions, à des places de choix. Je reviens à l'histoire du domaine de ces terres. Donc on était à l'apogée sous Louis XVI. Vous savez ce qui arrive après, la Révolution. Mais c'est pas 1789 la date qu'il faut retenir pour nous, c'est plutôt 1792. En 1792, le domaine perd son statut un peu exceptionnel de domaine privé du roi. Il devient en fait bien national. La vraie date c'est 1793. C'est vraiment un fouillis administratif, donc les termes sont très difficiles à situer. Mais en fait, il perd sa fonction de domaine de chasse. Et puis il va être complètement transformé sous la Révolution. Par exemple, tous les bâtiments des chasses, ou par la quasi-exclusivité, va être donné à la bergerie, qui s'est installée à partir de 1786, avec l'arrivée des moutons. Ça a commencé dès 1783, quand Louis XVI est arrivé à Rambouillet. Donc il y a ce mouvement où on convertit le parc de chasse en parc d'élevage. Je caricature un petit peu l'idée. Et puis pour la forêt, l'idée c'est de garder le bois, puisqu'il faut garder les ressources utiles. Et donc plus de chasse, mais là la foresterie conserve. Et on parle souvent de déforestation et puis de dévastation du gibier, mais il faut peut-être nuancer cette idée de massacre révolutionnaire des espaces naturels. Le bois étant une ressource économique importante, ils ont laissé les gardes en place, en partie, puisque certains ont été tués par les révolutionnaires ou même par la justice. Ils ont décidé par exemple de mettre à mort deux lieutenants des chasses de Rambouillet. Il y a eu vraiment une scission assez intéressante, puisque ça témoigne de l'émergence et du développement d'un courant philosophique qui s'appelle la physiocratie. Voilà, ce moment où la chasse, on va dire une sorte de nature inutile, sauvage, qui doit rester en banc, c'est vraiment fait damer le pion par cette idée d'une nature utile. Et même les jardins en ont pâti, les fleurs n'avaient plus leur place, on a mis des patates, des tomates et du maïs pour cultiver. Il faut imaginer que l'idée c'était de rendre tout utile pour nourrir la France qui venait de sortir d'années de disette. Donc révolution, on peut garder par contre cette idée qu'il y a eu un mal pour tous les biens seigneuriaux, et Rambouillet fait partie de cette idée, puisque il y a une première réduction à partir de 1792, par exemple des étangs et quelques bois sont vendus ou loués. Et puis ensuite, Napoléon arrive en 1804. Il s'est intéressé au domaine, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a au moins deux pistes qui sont bonnes à suivre. La première, c'est qu'il est un admirateur de Louis XVI. Il a essayé de reconstituer le personnage, par exemple en reprenant ses fusils de chasse, mais avec plein d'éléments comme ça. Donc Rambouillet, c'était le domaine de Louis XVI qui devait devenir domaine impérial. Et puis un autre élément, c'est que c'est son frère, je crois, est venu en fait chasser dès 1802. Et il a dû lui passer le mot entre quelques échanges, puisqu'il y avait toujours ce vaste espace de forêt plus trop rempli de gibier, mais qui avait du potentiel. Et je vais parler peut-être de l'acteur principal de Rambouillet, un peu dans l'ombre, mais il s'agit de Charles X qui est en peinture ici. Charles X était connu avant la Révolution et jusqu'en 1824 comme le comte d'Artois. C'est ça. Et en fait, ce prince, puis ce roi, en fait, est peut-être celui qui a connu le plus longtemps Rambouillet, puisqu'il a chassé avec son frère Louis XVI, et il a chassé pour son frère Louis XVIII, et à son tour en tant que roi. Je vous ai mis les hectares qui varient, vous voyez, il y a des agrandissements, un petit sursaut
sous le règne de Charles X. Le domaine reprend une constitution de 14 000 hectares à peu près. Et puis, il y a un autre moment, une autre révolution qui s'appelle la Révolution de Juillet, en 1830. Et là, petit problème assez intéressant à noter, c'est que je vais rappeler un peu l'histoire de Louis-Philippe. Louis-Philippe descend en fait du duc de Penthièvre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y avait tout un tabou autour de Rambouillet et de la chasse, puisqu'on a associé l'idée de Charles X avec un tyran synégétique, si vous voulez. Il passait tout son temps à la chasse, dans l'idée, je dis pas que c'est le cas, et les gens ont associé cette idée et ont pensé que Rambouillet était trop loin du pouvoir et ne pouvait pas retourner dans les biens de la couronne. Donc Louis-Philippe n'a pas pu faire revenir Rambouillet dans ses biens, alors que c'était en plus de biens dynastiques, biens royaux, des biens familiaux. Voilà, c'est très intéressant de noter cet échec un peu dynastique et familial. Ensuite, le prochain personnage de Rambouillet, c'est Napoléon III. Aussi oublié, il est venu à Rambouillet de 1852 à 1870. Ce sont les dates de son règne, où il a été empereur. Et en fait, lui, on lui doit une chose importante, ce sont les tirets. Je vais en reparler tout de suite. En 1870, et la date précise c'est 1872, on perd quelque chose, c'est la forêt. En fait, à cette date-là, la Troisième République décide de sortir la forêt pour en faire une forêt domaniale. Donc il n'y a plus de chasse à courre d'État à partir de ce moment. On perd un type de chasse. Et puis vont venir des scissions comme ça, qui vont ponctuer l'histoire du domaine. Après la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de source qui en témoigne en disant ce que je vais dire. C'est-à-dire que le petit parc va disparaître de la gestion du domaine. Après la Première Guerre, on ne retrouve plus cette association où des souverains ou des présidents venaient chasser dans le petit parc. Mais il n'y a pas de source qui dit pourquoi ni comment. Et donc cette perte de 250 hectares fait que le domaine se réduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine national de Rambouillet, qui comprend les 3 institutions que j'ai précitées. Et qui fait, alors les chiffres varient, le nombre que j'avais retenu, moi c'était 980 hectares, ça peut varier à quelques centaines de terres, mais c'est à peu près ça. Donc on est passé de 23 000 hectares de terre à peu près 1000. Vous voyez la réduction. Donc il y a un déclin relatif, mais les présidents ont su faire avec et ils sont tout à fait adaptés. Après cette longue évolution, cette ondulation du domaine, je vais vous parler des aménagements principaux, parce qu'il y en a beaucoup et j'aurai pas le temps de tout dire. Et je vais commencer par la forêt de vénerie, puisque Rambouillet, la forêt domaniale, n'était pas à l'époque une forêt pour le tourisme ou la sylviculture uniquement. C'était vraiment une forêt dédiée à la chasse, et à une chasse en particulier, la chasse à courre. Et tout témoigne de cela. Je vais commencer par le plus flagrant. Je vous ai remis une petite illustration. En fait, là, il s'agit de Louis XV qui est devant Saint-Hubert. Ce château qui est complètement disparu aujourd'hui. On voit plus que la digue en dessous, enfin le soubassement. Et donc ça, c'est un détail de la carte des chasses dites royales. Et je vais passer tout de suite à un autre détail de cette carte, qui sont les carrefours en étoile. Si vous vous promenez en forêt domaniale de Rambouillet aujourd'hui, vous allez tomber sur 2 types de carrefours. Le premier, c'est un carrefour en damier, que vous avez sûrement vu, et un carrefour en étoile. Ce dernier est totalement dédié à la chasse à courre. Il y a un aspect paysager, mais dédié à la chasse. L'idée, c'est de venir au centre. J'espère que vous vous souvenez de l'image de Compiègne, où il y avait tout le rassemblement. L'idée, c'est de rassembler tous les veneurs, ce sont les gens qui chassent à courre, au centre du rond. Et là, va se dérouler en fait toutes les grandes étapes de la chasse. L'idée, c'est aussi de pouvoir mettre des courtisans et des spectateurs à cet endroit. Ils restent là et peuvent suivre le laissez-cours qui va se dérouler tout autour de l'étoile, a priori. Mais bien sûr, le cerf chassé peut tout à fait évoluer et sortir de ses ronds. C'est pour ça qu'il va falloir suivre. Et c'est pour ça qu'il y a des routes qui joignent. On parle d'étoiles à partir de 6 branches qui se rejoignent. Mais il y en a qui sont exceptionnelles. Dans d'autres forêts, par exemple à Compiègne, on retrouve 10 voire 12 chemins. Ce qui est énorme, ça fait des ronds incroyables. On parle donc d'étoiles, de carrefours, de rendez-vous, de ronds. Tout ça, ça désigne la même chose. C'est ce lieu où on se rejoint pour chasser à courre.
c'est le comte de Toulouse, encore une fois, qui commence à vraiment percer toute la forêt. Et on peut voir sur la carte, vous regarderez peut-être en rentrant chez vous, du côté ouest, tout était à lui. Donc il a pu percer ces belles étoiles, donc ces séries de branches en carrefour. Par contre, à l'est, il devait se confronter à d'autres propriétaires. C'est pour ça qu'il y a un plan beaucoup plus en damier. Il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, il a juste garanti la circulation dans son espace de chasse. Vous voyez que ça crée des triangles, les carrefours. Alors, il faut imaginer que toute la forêt, du coup, est divisée en petits triangles. L'idée, c'est de pouvoir mettre un personnage, par exemple, au milieu, un second ici, et puis l'autre à la dernière branche. Et à 3 hommes, on peut cerner tout le bois, toute l'enceinte, et pouvoir suivre en fait les déplacements du cerf. Donc c'est pas du tout quelque chose de fait de manière anarchique. Ils ont tout prévu pour être très efficients et pouvoir suivre les cerfs. L'idée, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de grillage ni de règles sur la chasse à courre. Donc le roi était un peu maître chez lui et un petit peu partout. De ce qui expliquait aussi les nombreuses critiques qu'il y avait des paysans locaux. Et en fait, il pouvait suivre le gibier un peu partout. Il y a une histoire qui raconte, ça c'est sous la monarchie de Juillet, qu'il y a un cerf qui a été attaqué en forêt de Poigny et qui a été poursuivi jusqu'à Bréchamp. Voilà, donc ça fait une belle course de 20 à 30 km. Voilà, vous voyez l'efficacité et du cerf qui court très loin, des chiens et des chevaux qui avaient beaucoup de mérite à pouvoir suivre les animaux. Pour suivre un peu le massif de Rambouillet, je vous ai mis une photographie satellite actuelle. Vous voyez donc Paris et puis toute la zone urbaine qui est sur la partie droite, et tout à gauche en vert, c'est la forêt de Rambouillet, donc qui a été beaucoup reboisée, mais il faut imaginer que cet espace était dédié à la chasse à courre, et donc à la vénerie, et une vénerie en particulier, celle du cerf, puisque le roi, en fait, avait depuis le XVIe siècle, c'est une vieille histoire, dit et fait légiférer pour faire du cerf le gibier royal par excellence. À partir d'Henri II, on est à la fin du XVIe siècle, c'est le fils de François Ier. Personne n'a le droit de tuer un cerf, sauf le roi dans le royaume de France. C'est pour vous dire l'idée. Et donc, il y a eu cet héritage de courir le cerf, de chasser à courre le cerf, et on le retrouve dans toutes les forêts de la couronne. Donc, j'ai déjà expliqué et utilisé cette expression. Il s'agit par exemple de Fontainebleau, de Versailles, de Compiègne ou Meudon. Enfin, tous ces petits bois qui ont perdu leur usage. Mais voilà, Rambouillet, c'est une des seules forêts royales où il y a encore cette chasse à courre. On continue cette tradition. Il y a très peu d'images de Rambouillet et de chasse à courre à Rambouillet, je vais vous les montrer rapidement. La première, c'est une chasse de Napoléon qu'on peut voir en fait dans le château de Rambouillet. C'est un des médaillons qu'il y a dans la salle de bain impériale. Et donc c'est tout petit, c'est cette taille-là. Donc voilà, Rambouillet, sa chasse à courre est un peu passé à la trappe. Et vous voyez donc on a ce qu'on appelle un ballot. C'est quand le cerf va dans un étang. En fait, il y a plusieurs explications à ça. C'est en partie pour perdre les chiens, mais en fait tous les animaux traqués ne peuvent pas transpirer. On est les seuls à avoir cette évapotranspiration, ce phénomène de transpirer, et en fait c'est en partie pour se refroidir qu'ils vont dans l'eau. Voilà, donc il y a ces deux paramètres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chasses qui se finissent dans l'eau. Et vous voyez donc l'équipage impérial qui suit. Vous avez au fond le pavillon de Pourras qui est aujourd'hui en ruine et qui a été aménagé par Napoléon pour faire un petit lieu de rendez-vous pour les chasses. Il y a une autre image qui est du règne suivant, de la Restauration. Et vous voyez, là on n'est pas sur l'étang de Saint-Hubert ou de Pourras, on est sur l'étang de la Tour. Le paysage a complètement changé. Là on est en fait sur la digue où il y a l'actuelle maison forestière. Il y avait 2 pavillons de chasse, un pour les piqueurs et un pour les princes. Voilà, donc qui accueillaient les rendez-vous. Et vous voyez que c'était pas une chasse privée, la chasse à courre, c'était une grande chasse où beaucoup de gens venaient, y compris les habitants et les paysans. C'était le moment de voir le roi. Voilà. Et puis par exemple de faire une petite aumône, c'était tout à fait possible. Donc c'était un moment très très social, à la fois pour les courtisans et puis pour les gens du coin. Une autre image, pour finir, à nouveau une scène de ballot. Là on est sous Napoléon III, et donc vous avez le premier veneur de l'empereur qui est en train de mettre en joue le cerf. Donc là c'est vraiment une évolution considérable pour les veneurs. À la base on achève un cerf qu'avec une dague.
On appelle ça servir. Et là, on a vraiment l'évolution. Et il y a un monsieur qui s'appelle Adolphe Delarue qui en parle. Il dit qu'à partir de Napoléon III, il y a tous les héritages de la chasse à courre, à la fois le lexique, mais aussi les grandes pratiques comme celle-ci, qui sont en train de se perdre. Et donc, lui, ça l'émeut un petit peu. Et donc, ça, c'était quelque chose de complètement inconcevable, par exemple, pour un équipage royal. Mais Napoléon a commencé à le faire, le premier, et le troisième ne le faisait plus lui-même. Et voilà, en fait, l'idée, c'est de se mettre à distance de l'animal pour pas être blessé, puisque on voulait pas que le prince meure à la chasse. Il y avait tout un discours là-dessus. Mais voilà, pour un veneur du cru, ça c'est vraiment une scène atroce. Voilà, après ce sont des débats de veneurs. Et là, on est à nouveau sur les étangs de Hollande, qui étaient aménagés, je le répète rapidement, par Louis XIV. J'ai parlé du château de Saint-Hubert, qui a donné le nom. Il y a le pavillon de Pourras, et puis la digue, qui ont été faites par les rois et les empereurs. Et puis beaucoup d'Alali et de ballots ont fini ou ont pris place ici, dans les étangs de Hollande, qui était du coup un paysage vraiment cynégétique, un paysage de chasse incroyable, qui était transmis dans la littérature. On retrouve des fils. En 1870, je l'ai dit, on perd cet usage de la forêt et du coup de la chasse à courre. Mais il y a un équipage que je pense que beaucoup connaissent ici, c'est l'équipage de Bonnel, qui existe depuis 1870-72 et donc qui pratique la chasse à courre en forêt de Rambouillet encore aujourd'hui. Et puis certains présidents étaient très intéressés par cette chasse. Un d'entre eux, c'était Félix Faure, qui est donc président de 1895 à 99. Et puis un autre, un peu plus récent, juste après la Seconde Guerre, Vincent Auriol. On a une image qui se tient ici avec sa famille à une chasse à courre de Rambouillet de l'équipage de Bonnel. Avec le petit, je vous ai mis le sous-titre ici, puisqu'en fait, voisin, ça fait référence au fait qu'ils étaient à Rambouillet chez eux dans le domaine qui était leur domaine de chasse à tir. La forêt, pour cela, je pense que je vous ai dit les plus intéressants. Donc, je répète, les aménagements des routes, des carrefours, et puis les pavillons de chasse, voilà, qui matérialisent et puis qui incarnent le pouvoir souverain en forêt, et puis l'usage, la pratique de la chasse, qui était vraiment très importante, à la fois pour les rois, pour les empereurs et les présidents. Je vais passer à un aménagement qui est tout à fait particulier, peut-être qui n'est pas connu de tous. Il s'agit des tirets de chasse. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. On parlait de tirer, bien sûr, bien avant leur création. Le mot tirer, en fait, ça veut juste dire chasse à tir. Voilà, le tirer, c'est le moment où chasse à tir. Donc, Louis XVI pratiquait les tirets, mais il n'allait pas dans des tirets, c'est-à-dire des paysages aménagés. À Rambouillet, il venait et il faisait installer des cabanes dans différents endroits. Vous avez donc des chasses à tir itinérantes. J'ai mis quelques sites où ça se passait. Voilà, le Grand Parc, l'étendue Moulinet. Donc, ils se mettaient là et puis ils chassaient ce qu'il y avait. Donc, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas, il faut penser aussi à des lâchers, déjà, de gibier pour assurer qu'il y ait des tirs fructueux pour le roi. Sinon, ça pouvait en cuire aux organisateurs. On parle toujours pas de tirer sous Napoléon, bien que l'image apparaisse. Je vais vous montrer ça tout de suite. On parle de filet de chasse. En fait, le filet, c'est la naissance d'un paysage dédié à la chasse à tir, qui est organisé. En fait, il y a des chemins au sol qui sont sablés pour l'empereur. Faut pas qu'il salisse les pieds. Je fais une caricature, hein, je fais une petite blague. Et en fait, viennent s'ajouter des haies et puis des arbres pour contenir le gibier, en fait, pour faire une sorte de cage végétale qui maintient un type de gibier. C'est pas le cerf, hein, le cerf, il se débrouille très bien des buissons, mais plutôt le faisan. Le faisan va devenir le gibier rambolitain et attirer toutes à la fois le regard, mais aussi tous les chiffres et toutes les économies des princes à Rambouillet. Le mot tirer, il apparaît vraiment sous la Restauration, donc c'est cette période entre 1815 et 1830. Et puis après, il y a le tiret d'invité, je vais revenir, vous inquiétez pas. C'est vraiment, à mon sens, c'est Napoléon III qui lance cette pratique. Et puis enfin, viennent les tirets républicains. Vous avez sûrement déjà taillé un arbuste ou un buisson. Tous les végétaux poussent et évoluent. Tous les tirets qu'on voit ici sont tous différents les uns des autres. Et chaque année est un peu particulière. Si on coupe une branche, elle ne repousse pas de la même manière l'année suivante. Donc il ne faut pas focaliser le tiret comme quelque chose de figé. C'est vraiment un paysage dynamique qui évolue selon les besoins et selon les envies. Je vais en parler tout de suite. Le Grand Parc, j'en ai parlé. Là, on est en 1782, juste avant que Louis XVI arrive.
Et vous voyez au centre les zones en jaune et qui sont mixées avec des bandes vertes, on appelle ça les plates-bandes. C'est un aménagement du comte de Toulouse et c'est un aménagement cynégétique, c'est-à-dire dédié à la chasse. L'idée c'est d'alterner des bandes de bois blanc et de culture. L'idée étant de servir de gîte, c'est-à-dire pour protéger le gibier qui viennent s'y remiser, et puis dans les plaines et les cultures servent à nourrir ce gibier. Il y avait quelques fermes dans le Grand Parc, en haut à droite ou au nord si vous voulez, au nord-est, il y avait la ferme de la Pommeraye, la ferme de Boulard ou de Malassis à l'ouest, et puis de Moxoury. Elle pâtissait énormément des activités du gibier qui en fait mangeait tout, et ça il y a ce discours et ce débat qui est souvent resté sur ce gibier nuisible à Rambouillet qui mangeait toutes les cultures. Regardez bien cette image, vous voyez le paysage en 1782. Il va complètement être métamorphosé après la Révolution et au début de l'Empire. La carte, elle date de 1805-1807 et vous voyez toutes les plates-bandes ont été effacées. C'est le duc de Penthièvre qui avait décidé de les reboiser. Il était moins intéressé par la chasse. L'idée, c'était de faire du rendement. C'est un terme anachronique, mais je me le permets. Et l'idée, c'était de reboiser pour que ça serve à quelque chose. Le petit parc, ça a marché. Il a reboisé presque l'ensemble du petit parc. Et puis, dans le grand parc, bah là, c'est l'inverse qui s'est passé. Les milieux se sont ouverts. Alors peut-être que vous avez une idée de ce qui s'est passé. En fait, il y a une idée très simple, c'est qu'il y a eu du déboisement pour se chauffer et puis pour faire du bois de charpente. Et puis une autre, assez simple, c'est que la bergerie est arrivée et on lui a donné toutes les possibilités de se développer. Et en fait, il y a des éléments qui portent à croire qu'il y a eu au moins du pâturage, si ce n'est par endroits du surpâturage des moutons, ce qui explique cette évolution du paysage, ce qui est très intéressant à noter. Voilà, donc on voit apparaître ces filets de chasse, ces futurs tirés. Ce sont les bandes que vous voyez ici par exemple, ou là, qui font tout le tour. Et le but c'était de faire un parcours, un paysage en forme de parcours, d'y mettre du gibier, et puis de marcher en suivant ce parcours pour tirer, on dit, devant soi, et de tuer le plus de gibier possible, puisque c'était vraiment une concentration qui a été permise grâce à l'élevage de faisans, qui atteignait des chiffres assez impressionnants. Et je vous ai donc parlé de ces tirés. Sous l'empereur, c'est assez facile, il y a une seule personne qui tire, c'est l'empereur. Comme sous Louis XVI, le roi chasse, tout le monde regarde. Et là, on n'est pas sur une petite chasse où il chasse tout seul, il y a des fois 100 personnes qui rabattent pour lui. C'est-à-dire qu'ils forment des ailes autour de ces filets ou de ces tirés et qui vont rabattre le gibier sur son chemin. Et là, il peut faire des tableaux assez intéressants et je vais vous en parler juste après dans la dernière partie de ces tableaux. Alors, vous voyez cette évolution, et puis après, donc, on passe de 1 chasseur à 3 sous la Restauration. Donc Charles X, ou le comte d'Artois, qui chasse, qui est au centre, puisqu'il y a un layon, c'est-à-dire un chemin par chasseur, et viennent s'associer ses deux fils, le duc d'Angoulême et le duc de Berry. Sous Charles X, on chasse en famille, et on vient à Rambouillet pour les chasses à tir. Donc il y a une évolution, on passe de 1 layon, un chemin central, à 3. Puis, à la fin du règne, on passe à 5. Quelques officiers prestigieux ou choisis peuvent avoir le droit de chasser avec les princes. Par exemple, le premier veneur, le comte de Girardin, peut tout à fait chasser par occasion. Mais voilà, vraiment le prestige reste au roi. C'est le roi qui chasse. Voilà pour cela. Alors, Napoléon III, je vous ai proposé cette hypothèse, est vraiment le modificateur des tirés comme on peut les connaître encore aujourd'hui, qui donc ils ont gardé à peu près le même parcours. Voilà, ils ont évolué au niveau végétal, puisque Napoléon III, lui, veut faire de ces tirés des moments mondains, des moments de sociabilité, des moments de cours, et donc il va augmenter le nombre de layons, il va en fait faire mettre 9. Donc 9 chemins pour chasser, donc 9 chasseurs possibles, ce qui change complètement l'idée. On passait du seul chasseur, du roi chasseur, à l'empereur qui vient avec sa cour et qui chasse, ils chassent tous ensemble avec des invités. Donc les tirés sont complètement modifiés, à la fois dans leur composition végétale, je pense que les espèces restent à peu près les mêmes, mais il doit y avoir des intrants, des nouveautés. Je n'ai pas pu les suivre pour l'instant. Et puis vous voyez, donc là on est à Compiègne, aucune image de Rambouillet. Aucune image des tirés de Rambouillet, mais ce sont les seuls, ce sont les premiers en fait à avoir été créés. En 1805, il n'y a que à Rambouillet qu'on en voit, et aujourd'hui c'est aussi à Rambouillet où on est le seul endroit où on voit. Donc ça fait de Rambouillet un site un peu à part, puisque ce paysage est du coup exceptionnel, il fait exception. Vous voyez, on est là en 1800, alors là, c'est une super date, 18 630, ça doit être 1863, et donc
j'avance littéralement, on passe 100 ans, et vous voyez un peu cette organisation qui est restée. Et là, je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe un peu plus sous Napoléon III et sous la République. Vous avez donc ces haies, ces longues haies qui sont divisées. Le but, c'est de marcher devant soi, en ligne, pour pas perturber les envols de gibier. Vous avez Charles de Gaulle au milieu, derrière la déesse. Et puis vous avez ces arbres tout autour. Le but, c'est de faire une enceinte, un parc, vous imaginez, des haies au centre, parqué de haies d'arbres. Et le but de ces arbres, qu'on appelle aussi, au fond, dans l'alignement des têtes de battue, le but, c'est de faire envoler le gibier. Voilà. Donc il y a toute une réflexion qui a été menée pour conserver le gibier. Il y a des cultures à gibier, des agrénages qui sont menés pour cantonner, laisser en place le gibier, puis en fait parcourir ces allées dans des envols colossaux. Il y a une chose aussi qui a changé sous la République, c'est le tiré posté. Je l'ai moi-même intitulé comme ça, c'est-à-dire qu'on passe du tiré où on marche au tiré où on s'arrête. En fait, il y a une ligne qui est postée. Et là, il y a un changement qui est attesté dans le territoire, c'est que le nom des tirés, qui portait par exemple le nom de tiré des Malnous, tiré des Plaisirs, tiré de la Pommeraye, a changé. On a divisé, on a changé les noms. Par exemple, il y a le tiré du Pavillon qui est apparu, ou le tiré du Manège, qui est un espace dans le parc. Voilà, ça c'est vraiment un changement qui atteste de cette modification de la pratique du tiré. Et donc, là, c'est un peu plus facile pour le travail des rabatteurs que vous voyez en blanc. L'idée, c'est quand on est dans un tiré posté, les rabatteurs avancent vers les chasseurs et amènent le gibier. Et dans l'autre cas, eh bien, il y avait le chasseur qui avance avec les rabatteurs sur ses côtés. Et à la fin, il y avait un moment assez exceptionnel, c'est les sources qui le disent, c'est ce qu'on appelle le bouquet. Vous imaginez qu'une ligne qui avance, à un moment, devant, il n'y a plus rien pour contenir. Donc l'idée, ça va être de venir fermer l'enceinte. Et là, c'est les rabatteurs qui forment des ailes en rond. Et en fait, vous imaginez ce que fait un oiseau quand il est acculé comme ça au centre, il s'envole. Et là, c'est pas 2-3 faisans qui s'envolent, c'est des dizaines et peut-être des centaines, et donc ça faisait vraiment une scène incroyable, et donc le gibier s'envolait de partout, et au grand plaisir des invités et des princes. Voilà, cette pratique s'est un peu estompée sous la Ve République. Je vais passer rapidement à un petit aménagement, qui était du coup dû à l'animal qu'on chassait. C'est ce qu'on appelait un fermé à lapin. C'était le grand moment de la Troisième République. Les lapins, c'est vraiment le gibier de choix pour Rambouillet et pour les présidents, c'est-à-dire de 1880 à 1940. On chasse beaucoup le lapin. C'est le gibier de base à Rambouillet. On ne chasse que ça, il y a des quantités astronomiques. Et donc l'idée, c'est de faire un peu comme un tiré, mais dans les plaines qu'il peut y avoir dans le parc. Et donc là, grande ligne de rabat avec les chasseurs. Et l'idée, voilà, ça va être de chasser le lapin dans des grandes enceintes. On les ferme avec des toiles, c'est-à-dire des filets avec des petites banderoles. Et puis on vient rabattre. Et puis l'idée, c'est aussi de mettre des furets pour faire sortir les lapins, parce que je me doute que vous connaissez la biologie du lapin qui s'enterre. Et donc il faut les faire sortir. Les furets sont là pour ça. Donc on déploie les furets et ils vont faire sortir les lapins devant les chasseurs, et là c'est un peu la grande fête du lapin, puisqu'il y a des centaines qui sortent contenus dans ces petits espaces que sont les fermés. Voilà. Donc c'est aussi un moyen, c'est un moment de chasse pour les invités, mais c'est ce que font aussi les gardes pour en fait détruire les lapins en trop, puisqu'il y en a tellement que ça ravage le terrain. Et aujourd'hui, les lapins ont disparu. Il y a eu la myxomatose entre-temps, qui a été introduite en fait pas très loin d'ici. Elle a été introduite à Maillebois, à côté de Châteauneuf, en Thymerais, par un monsieur qui a voulu tester ce que ça faisait. Et du coup, résultat, tous les lapins sont morts, ou en tout cas une bonne partie. Donc à Rambouillet, qui est à 50 km, ça n'a pas tardé. Une bonne partie des lapins ont disparu. Il a fallu changer de gibier. Donc il y a eu un instant, des moments d'importance qui ont été dédiés aux faisans. Voilà, le changement a été fait. On est passé du lapin au faisan. Donc il faut associer l'idée de la Troisième République qui chasse le lapin avec celle de la 4e ou de la 5e qui chasse le faisan. Et voilà, donc ça témoigne de quelque chose, cette histoire du fermé, c'est qu'aujourd'hui ces espaces n'existent pas parce qu'il n'y a plus de lapins. Ils arasé la végétation. Ça fait de ces animaux des modificateurs écologiques. Ils sont capables de transformer le territoire.
territoire. Et la maladie qui a été transmise par l'homme, elle a annulé la volonté des chasseurs, puisque le but d'avoir beaucoup de gibier a été complètement annulé. Il n'y a plus de lapins quasiment à Rambouillet, et donc on ne peut plus pratiquer par exemple ce type de chasse. Et on voit en fait aujourd'hui le paysage complètement changé, puisqu'ils sont plus là pour servir de tondeuse, et donc il y a les bruyères qui repoussent, qui redonnent de nouvelles possibilités à des espèces végétales, à des insectes. Voilà, ça change complètement le territoire. C'est un des exemples phares de ce que j'ai pu trouver pour témoigner, voilà, que l'animal n'est pas juste un décor et qu'il est capable de modifier quelque chose et de modifier du coup quelque chose qui appartient à l'homme et du coup de modifier quelque part l'homme. J'espère que tout est bon pour vous jusque-là. Je vais achever sur mes grandes parties avec la nature comme outil politique. Voilà, et revenir sur les types de chasse un peu plus. J'ai parlé beaucoup de territoire et d'espace. Maintenant, je vais parler un peu plus des hommes et des pratiques de chasse. Ce que vous pouvez voir là, c'est une sorte de portrait de ce qui se pratique à Rambouillet. 3 chasses, donc 3 pratiques totalement asymétrique, puisque la plus longue en durée, c'est celle de la chasse à tir, qui a complètement évolué. Hein. Celle de Louis XVI n'a rien à voir avec celle de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. Et puis vous avez la vénerie, j'en ai parlé. Je vous ai mis en rouge les grands veneurs, ceux qui à la fois chassaient beaucoup, mais connaissaient peut-être le plus sur les animaux, que sont Louis XVI et son frère Charles X. Et puis au milieu, ça c'est un peu une déformation professionnelle, puisque je suis fauconnier à l'espace Rambouillet. Je me suis aussi intéressé rapidement à la fauconnerie, et donc elle est très peu présente à Rambouillet. Un petit peu, je vous ai dit, sous François Ier, quelques jours de chasse. Et puis sous Louis XVI, carrément c'est total. Hein. Louis XVI, par intérêt budgétaire, en fait, fait supprimer la fauconnerie royale. Donc il n'y a plus de chasse au faucon, il n'y a plus de chasse au vol. Et puis par contre, Napoléon reçoit d'un de ses frères un équipage de faucons. Donc il reçoit à la fois des fauconniers et puis des faucons. On ne sait pas de quoi est constitué cet équipage. Enfin moi je ne sais pas. Et donc il essaye, mais Napoléon ça lui plaît pas. Voilà, c'est vraiment une mode qui est dépassée, la chasse au vol. Et puis, en 1811, il décide de supprimer l'équipage, donc plus de chasse au vol. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont déroulées en partie à Rambouillet, et quelques dates ici. Les rares dates de chasse au vol sous l'Empire sont déroulées ici. Je vous ai mis un peu toutes les pratiques, j'ai beaucoup parlé des tirets, il faudrait refaire quelque chose sur les pratiques de chasse entièrement. Il y a aussi, après 1950, c'est ce que j'ai comme hypothèse, j'ai pas toutes les sources pour le prouver, c'est qu'en fait les chasses au grand gibier à l'affût et à l'approche dans le domaine ont commencé à cette période. Il y a des petits éléments qui permettent de le cerner. Par exemple, le chevreuil était tiré dans les tirets sous la Troisième République. C'était considéré comme le plus gros des petits gibiers. Donc on le tirait à la chevrotine. Et puis après 1950, il y a un monsieur qui s'appelle François Sommer qui a créé en fait l'association des chasseurs de grand gibier. C'est pas le terme exact, mais je raccourcis. Et donc ils ont décidé avec une dizaine de comparses de créer une association autour du grand gibier et de promouvoir en fait le fait que le grand gibier soit tué à balle. Voilà, c'était une grande évolution. Et donc changement de pratique au fur et à mesure, puisque Rambouillet ou les domaines présidentiels, j'en ai pas beaucoup parlé, mais aussi Marly dans un second temps, et puis il y a eu des chasses présidentielles à Chambord, sont vraiment des endroits où on pratique, on va dire, la meilleure chasse de France. C'est-à-dire que ça doit être des exemples, donc il y a les plus grands noms qui s'y retrouvent et qui essaient de réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire que tout est appliqué et que ça correspond à toutes les éthiques, mais il y a des efforts qui sont menés, et dans la communauté cynégétique, dans la communauté des chasseurs, ces domaines sont à la pointe, et les pratiques en attestent, puisque à Rambouillet et Chambord, on pratique assez tôt les tirs du grand gibier à l'approche et à l'affût, à la fois en battu aussi, pour Chambord, mais voilà, à balle et dans des conditions qui sont vraiment réfléchis. Je vais poursuivre. Il y a la passée au canard aussi qui existe, le fermer au lapin. Il faudrait que je revienne pour vous en parler. Ça date ces chasses présidentielles. On parle de chasse présidentielle, j'ai peut-être oublié de le mentionner plus tôt. En fait, c'est le fait, on désigne chasse présidentielle, le fait que le président désigne lui-même les invités qui participent. C'est-à-dire que elles ont disparu sous 2 dates, en 1995 et 2010. C'est un peu flou l'histoire, ça va être l'objet de ma thèse, ça, de découvrir ce qui s'est passé. En fait, ces 2 dates, il y a des suppressions des chasses présidentielles. C'est-à-dire qu'on interdit, ou en tout cas on supprime le fait que le président invite des gens à la chasse lui-même. Voilà. C'est ça qu'on appelle des chasses présidentielles. Après, il y a ce qu'on appelle les domaines présidentiels. Et là, il n'y a que 2 exemples, c'est Rambouillet et Marly. Ces domaines sont
affectés à la présidence de la République. Depuis 1896, Rambouillet était résidence d'été des présidents, donc ils y venaient pour leur promenade, leur loisir, en tout cas quelques jours de vacances l'été par exemple, et puis pour la chasse. Voilà, donc c'était vraiment une particularité, c'est un peu ce qui se passait sous l'Empire ou la royauté, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, des lieux, des domaines qui étaient affectés directement au roi pour qu'il puisse vivre. Voilà. C'était un gage de privilège. Ça existe toujours. Le palais de l'Élysée, par exemple, c'est un domaine, un lieu qui est affecté à la présidence. Il y a aussi j'ai oublié le nom, le fort de... Voilà, merci, qui est tout à fait... voilà. Donc il y a des ministères aussi qui ont le droit à ça. Donc c'est quelque chose, c'est un héritage, c'est ça qu'on peut voir comme un héritage monarchique, c'est le fait d'allouer des terres directement à la figure souveraine. Par contre, les chasses présidentielles n'ont rien à voir avec les chasses royales, et les chasses impériales ont, à mon sens, beaucoup plus influencé les chasses présidentielles que les chasses royales. Il y a tout un discours qui est porté sur l'héritage monarchique de ces chasses, et en fait c'est tout à fait faux. Voilà. Puisque, comme je vous l'ai démontré, tout a été posé en partie par Napoléon III. Comment se déroule une journée dans les tirets? Pour ceux qui n'ont jamais assisté ou n'ont jamais vu, moi j'ai pas pu puisque je suis né en 1995, donc je suis né trop tard. Et donc le but, l'idée en premier, c'est de se donner rendez-vous au château. J'ai mixé un peu les époques, ça c'est une permanence, on retrouve ce rythme, et il varie à quelque chose près. Donc on se retrouve au château, et là on a le droit à un petit déjeuner. Donc là ce sont que les invités qui s'y retrouvent, avec le président ou l'empereur. Ensuite, on part pour la chasse vers les 9h, 10h, ça dépend de la date. Et puis, quand il n'y avait pas de voiture ou de carrosse, on se donnait, en tout cas de voiture, d'automobile, pardon, on se donnait rendez-vous au rond de la butte aux Genièvres ou au rond de la chasseuse. C'était le plus haut des tirets et le but c'était de faire tout le tour du parc. Donc c'était pas une chasse de feignants, ça fait presque ou plus ou moins 10 km de long. Donc vous imaginez avec des fusils des fusils quoi, et donc à charger à la main ça pendant 3 heures, ça durait 3 heures, bah, c'était quelque chose de colossal, plus les déflagrations et le recul des fusils. Donc là on met en place la ligne pour avancer ou on se met posé sur les battues. Après ça commence, la chasse a lieu, puis on a le droit à une petite collation. Les chasses pouvaient commencer le matin ou l'après-midi selon l'époque, ça dépend, il faudrait revenir en particularité pour chaque régime. Et puis après la collation, on retourne à la chasse, et après ça, on retourne au château. On se change, on se met en tenue d'apparat pour les invités, et là on assiste au tableau. C'est ce que vous avez là, la mise en place du tableau devant le château. Ça s'est aussi déroulé sous la Troisième République, on a des images devant le pavillon de la Faisanderie, donc un des pavillons du Grand Parc. Et puis ça a disparu cet usage avec la fin des chasses présidentielles en 1995. Alors il y avait 2 choix après ce tableau. On pouvait dîner au château, bon ça c'est assez agréable quand on est invité, et puis on pouvait aussi, si on faisait partie d'un séjour de chasse présidentielle, dormir au château pour aller par exemple le lendemain à Chambord chasser le grand gibier. Voilà, il y avait toute une offre synergétique de la République qui invitait du coup une variété de personnes, et là je vais en venir aux aspects mondains. Par exemple, là nous nous situons en 1905 et nous sommes à une chasse de Rambouillet sous la neige avec Alphonse XIII, roi d'Espagne. C'était un des plus grands fusils d'Europe, c'était un très grand chasseur, Alphonse XIII. Et par exemple, à cette chasse, il y avait des personnages variés. Hein. Je vais vous les citer, je les connais pas personnellement. Un monsieur Rouvier, marquis de Lamina, le comte de Saint-Roman, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture Ruot, un marquis de Viana, le marquis de la Scala, le colonel, le général Dubois, le colonel Lamy, et Paul Loubet, le fils d'Émile Loubet, le président qui chassait aussi. Donc vous voyez, les noms à particules sont nombreux. Il y a cet héritage d'associer des princes, des aristocrates à ces chasses. Même si on est dans une république plutôt bourgeoise et à tendance démocratique. Si vous voulez un exemple, je vais vous donner par exemple Louis XVI chasse tout seul pour vous situer la différence entre ces types de chasse. J'ai pris au hasard le 19 août 1784, donc il a juste acquis le domaine. Il fait une chasse à tir de 128 pièces, c'est-à-dire 128 animaux tués dans le parc, dans le grand parc. Et puis ça, en fait, c'est juste un moment de chasse puisque l'après-midi il va chasser à court. Donc il fait 2 cerfs après l'après-midi. Donc voilà, c'est une bonne journée pour lui. Par exemple, sous Charles X, on se retrouve après la mort d'un de ses fils en 1825.
20 septembre par exemple, avec son autre fils, le duc d'Angoulême, et là ils font 1091 pièces, 510 faisans, 73 perdrix rouges, 151 perdrix grises, une grive, 45 lièvres, 296 lapins et 14 chevreuils. Voilà. Et on n'était pas à la mitraillette. Donc vous imaginez un peu la cadence de tir et puis l'habileté de ces chasseurs. Et sous Napoléon III, on était un personnage ou deux. Il y avait quelques invités, des grandes postures, des rois ou des princes qui étaient invités sous les rois ou le premier empereur. Mais sous Napoléon III, on innove. On veut, je vous l'ai dit, un peu de gens du gouvernement, des amis, ou en tout cas d'autres personnalités étrangères. Exemple type de ces chasses d'invités, c'est le 2 février 1867, donc vers la fin de l'Empire, du second. Napoléon III invite l'ambassadeur d'Autriche, le prince de la Moscova, qui est un de ses lieutenants des chasses, le général Fleury, le comte de Montebello, le duc de la Force, le monsieur de Montbrun et le comte Dubourg. Et là, à eux, je vais compter pour vous dire le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 invités. Ils font 1325 pièces. Donc, à peine plus que Charles X et son fils. Voilà, là, il y a à nouveau 20 chevreuils, 877 lapins, 333 faisans et presque 100 perdrix. Donc, vous voyez l'évolution, on passe à des chasses d'invités, et là, on se retrouve sous la Troisième République. Là, on ouvre les portes, démocratisation relative de ces chasses, puisqu'on se retrouve des fois à 18 invités, et à la chasse d'Émile Loubet en 1905, il y a une dizaine de personnes. Il y a du people, si je peux me permettre cette expression anachronique, qui vient à Rambouillet. Je peux pas tous les citer, il y a une liste trop longue. Par exemple, Georges Clemenceau, voilà, qui est ici à Rambouillet. On retrouve quelques images sur l'illustration. Il y a tout un travail à développer sur les images des chasses, qui sont assez difficiles à retrouver pour certaines. Mais voilà, il y a tout un corpus énorme qui est très intéressant, puisque ça permettrait de situer qui vient, et il y aura un travail, ce serait d'associer les noms avec les photos quand on peut, mais ça, à mon avis, c'est presque impossible si on n'est pas super calé en portrait du 18e, 19e, en portrait, et 20e. Et puis là, attention, c'était à la mauvaise mode il y a quelques mois, c'est le maréchal Pétain. Maréchal Pétain qui était ministre, du coup, sous la Troisième République, et il venait souvent à Rambouillet, et puis il venait aussi gouverner. Il y a un conseil des ministres qui s'est passé à Rambouillet où il était là. Et par exemple, à cette chasse, j'ai retrouvé la date, le 26 octobre 1932, le maréchal Pétain est en compagnie du baron de Gueffier d'Estrois, l'ambassadeur du Japon, le sous-secrétaire d'État à l'intérieur Marchandeau, le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères Paganon, Lucien Hubert, Barrère, René Bénard, Hensy, le comte de Fels, Bavelier, Duligné et Frechlinard. Donc des noms que j'ai pas encore tout à fait associés. Et là, à eux tous, ils font 1037 pièces, plus de 400 faisans, presque 400 lapins et de diverses. Voilà, on ne sait pas quelles espèces c'était. Donc les tableaux de chasse dont je vous parle, c'est ce moment où on étale le gibier, on étale, en tout cas on le verse pas d'une benne, hein. Il est soigneusement disposé selon un ordre numérique, c'est-à-dire que des lignes sont faites de 5 à 10 gibiers, puis des colonnes, et là en fait c'est ça qui a donné le nom de tableau. L'idée c'est de pouvoir compter très facilement le nombre de pièces qu'on a faites et de mettre en scène la nature morte. C'est un jeu de mots magnifique, merci. Et du coup de le mettre en scène devant les invités qui étaient du coup tranquillement avec leur coupe de champagne sur le balcon en train d'assister au résultat de la journée. Je continue un petit peu sur les people. J'ai une autre chasse, par exemple du ministre, un ministre de l'URSS qui est ici, voilà, du Premier ministre de l'URSS Kosygin, voilà, donc il y avait vraiment un aspect très diplomatique. Vous avez entendu son nom, des noms d'ambassadeurs, Japon, Autriche, ça s'est vraiment développé sous la République, on a invité de plus en plus de diplomates, et il y avait une chasse allouée au corps diplomatique, à la fois les diplomates français, quelques-uns, et puis des diplomates étrangers. C'était un rendez-vous pour les diplomates chasseurs que Rambouillet, Chambord ou Marly. Ils se retrouvaient tous dans ces chasses présidentielles, qui étaient un moyen, vous l'imaginez bien, de discuter, d'échanger de sujets variés, et puis de se faire connaître en politique. Et les présidents n'ont rien inventé, puisque je vous l'ai dit, les rois invitaient les débutants, c'est comme ça qu'on les appelait à la chasse à courre, pour les faire
entrer en cours. Donc il y a tout ce lien. Et même sous les présidents, on peut assister avec un phénomène comme les chasses présidentielles à un phénomène curial, c'est-à-dire où en fait le chef de l'État s'entoure d'une cour qui peut varier, qui est élue ou choisie, et on retrouve ce phénomène qui ne s'arrête pas sous le Second Empire. Voilà. L'aspect curial des chasses présidentielles existe bien. Et puis il y a aussi des personnages très qui sont soumis à différents débats. Par exemple, il y a Jacques Foccart qui vient beaucoup, et donc qui était monsieur, c'est une expression, hein, je reprends, monsieur Afrique de la République. Et donc il y a plein de personnages comme ça. Et ce qu'on assiste à Rambouillet, c'est un peu les personnages de l'ombre de la République. C'est des gens qu'on connaît pas forcément. Il y a des ministres, bien sûr. Puis après, il y a par exemple des députés, des sénateurs, et puis les administrateurs de ces chambres, et puis des gens qu'on connaît peu, le gouvernement, les sous-secrétaires d'État, ceux qu'on voit peu. Et il y a toute une cour, un cercle qui se développe, qui change bien sûr avec les présidents. Et puis on assiste vraiment à ce phénomène voilà, de gouvernement à la chasse, de gouvernement par la chasse, à Rambouillet, dans les Tirets, dans ce paysage aménagé pour la chasse. Je vais finir ma présentation sur quelques chiffres. Je ne vais pas tous les reprendre, c'est pour situer un petit peu les efforts. Je vais commencer par les dates des chasses. Il y a des idées qui sont véhiculées. On dit que Valéry Giscard d'Estaing chassait beaucoup, mais par exemple, il y a eu beaucoup moins de chasses sous ce président que sous François Mitterrand, qui a le 213 exactement, en 14 ans. Charles de Gaulle n'était pas chasseur, mais il a tout à fait compris le rôle des chasses présidentielles, un gros outil diplomatique et politique, donc il a associé ça à son gouvernement. Pour les régimes, je vous ai mis une estimation, puisque je suis en train de réaliser un tableau de toutes ces chasses où j'ai les dates, les pratiques, les invités présents, c'est pour ça que je vous ai pu vous citer tout ça, et puis les tableaux. Donc le nombre de pièces rapportées. Il ne s'agit pas d'une comptabilité morbide, l'idée c'est aussi de repérer les espèces et de faire un suivi écologique de ce qui pouvait exister à Rambouillet et de faire un suivi de la faune par prélèvement. Voilà, c'est une des méthodes encore utilisées pour suivre, c'est pas la plus optimale, mais elle est assez intéressante, au moins on est sûr de ce qu'on a, on peut compter, voilà, c'est un aspect très intéressant. Par contre, si Valéry Giscard d'Estaing est un grand chasseur, c'est à lui aussi qu'on doit le plus gros tableau de Rambouillet, avec plus de 2334 pièces. Donc là, il y a des coups de fusil qui ont été tirés le 18 novembre 1980. Et voilà, j'ai juste remis, on pouvait compter jusqu'à 18 voire 20 invités à ces chasses, donc vous imaginez un petit peu la taille, c'était vraiment des grosses chasses. Et puis à Chambord, c'était jusqu'à 30-40, donc on double. Qui était beaucoup moins, il y a beaucoup moins de chasses à Chambord, j'en ai compté par exemple jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing une quarantaine. Donc moi je suis là à Rambouillet, toutes dates confondues, à peu près 1500 dates, et juste pour la 5e République, je suis à plus de 450. Conclusion, je vous ai parlé des aménagements de Rambouillet. Donc il est très difficile de parler de nature, c'est une nature sauvage, hein. On l'a vu, les tirets sont complètement aménagés, donc ça pose vraiment un problème de méthode pour essayer de réfléchir sur ce type d'aménagement. Est-ce que c'est de la nature, est-ce que c'est de la culture? Voilà, on est devant une limite de méthode, pour moi l'historien. On voit que la chasse, elle a un rôle à Rambouillet, qu'elle influe le territoire, et puis que le territoire influe aussi sur la chasse, puisque la disparition du lapin atteste de ça. Voilà, ça disparaît, on peut plus chasser. Échec humain, et puis échec écologique. Je ne vais pas reparler de tout, et puis pour faire une ouverture à ce que j'ai dit, et j'espère qu'il vous a intéressé, il reste beaucoup à découvrir et puis à comprendre sur Rambouillet. C'est pour ça que je vais continuer encore 3 ans dans le cadre de mon doctorat en histoire sur le domaine, et puis je vais m'intéresser à un aspect auquel j'avais pas eu le temps de m'intéresser, c'est l'aspect patrimonial.